Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré aux adblockers et à leurs conséquences pour notre marketing, pour votre marketing. Qui sommes-nous? Euh, Bon, je me suis rapidement présenté, donc je vais pas dire du bien de moi. Je suis un type formidable. Ma spécialité, c'est donc le content marketing. Nous en reparlerons naturellement pendant le webinaire. Et surtout, j'ai le plaisir de vous présenter Michael Corchia, qui est donc enseignant-chercheur, qui enseigne le marketing à Cage Business School, qui est je crois, l'ancienne Subdeco Bordeaux, où il enseigne la gestion de la marque et la communication. Michael est titulaire d'une thèse sur l'image de marque qu'il a obtenue à l'ESSEC, et puis d'une habilitation à diriger des recherches. Il a publié en France, à l'étranger. Euh, Ses sujets de prédilection, c'est globalement le comportement du consommateur, tout spécialement sur Internet, la gestion de la marque, les questions d'image, les questions de scandale aussi, de changement de nom, la communication et tout particulièrement l'usage des célébrités dans la publicité. Il est aussi membre du bureau et du conseil d'administration de l'AFM, l'Association française du marketing. Il travaille dans des cabinets d'études, réalise ponctuellement des actions de consulting et il lui reste du temps, curieusement, et le reste de son temps, il le consacre à la photographie et aussi à la musique. Donc, bienvenue Michael. Je suis vraiment très très content que tu aies accepté de participer à ce webinaire et de nous présenter ce que tu sais des adblockers. Alors, euh, voilà qui nous sommes. Vous, qui êtes-vous? Eh bien, donc, vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire consacré aux adblockers. C'est vrai que c'est un phénomène dont on parle beaucoup. Il y avait même une double page dans Télérama cette semaine à propos des adblockers. Nous entrerons évidemment beaucoup plus dans les détails aujourd'hui. Vous venez d'horizons très variés, vous le voyez, électronique, services, informatique, biens d'équipement, banque et assurance, santé, distribution, médias, associations. On va dire que le spectre économique est assez largement couvert. Les deux tiers d'entre vous font de la pub sur Internet. Et il y a un point que je trouve particulièrement intéressant, c'est et qui montre que vous êtes des marketeurs, c'est-à-dire que manifestement vous prenez pas votre cas pour une généralité, puisque près de deux tiers d'entre vous n'utilisent pas d'adblocker. Hein, parmi vous, il y a 21% qui sont équipés d'un adblocker à la maison, 13% qui sont équipés au travail, 4% qui sont équipés et à la maison et au travail, et donc la grande majorité, 63%, n'utilisent pas d'adblocker à titre personnel, ce qui vous empêche pas évidemment, et c'est tant mieux, de vous préoccuper du phénomène et de ses conséquences pour votre business et pour votre marketing. Voilà, ben les présentations sont faites. Je vais tout de suite passer la parole à Michael, qui va d'abord nous proposer un panorama qui est indispensable pour bien comprendre finalement le phénomène des adblockers, un panorama des Français face à la publicité. Michael, c'est à toi. Merci Thierry et bonjour. Bonjour également à tous les participants ce matin. Je suis également ravi d'être là. Merci pour la biographie. J'ai l'impression d'être quelqu'un de célèbre. Quand tu as parlé de moi, c'était assez plaisant. Je vais effectivement démarrer de manière relativement générale, mais très rapidement, sur les Français de la pub. Et puis ensuite, on va se focaliser évidemment sur Internet, sur le phénomène des adblockers. Alors, tout d'abord, si on regarde des études qui ont été faites dans les deux dernières années, il y a plusieurs éléments frappants qui ressortent. Le premier élément, c'est que la relation des Français aux marques n'est pas obligatoirement satisfaisante et toute rose. Par exemple, dans une étude Ipsos qui a un peu plus de 2 ans, fin 2013, on voit que les Français donnent une note aux grandes marques sur, disons, quand on leur demande appréciez-vous de manière générale les grandes marques, on a cette note qui n'est pas totalement extraordinaire. D'ailleurs, il ressort de la même étude que 2 tiers des marques indiffèrent les Français et que globalement, il y a un nombre important de consommateurs qui n'aiment pas les marques du tout. 39% des répondants trouvent la pub respectueuse des consommateurs. C'est quand même dire qu'il y a 60%, 61%, qui est de l'avis contraire.
Et si on en vient à la pub en particulier, et la perception de la pub, ben, on obtient cette note de 4,2 sur 10 quand on demande aux consommateurs français, aimez-vous la pub? Alors, évidemment, il y a des exceptions, il peut toujours y avoir des pubs qui plaisent, mais de manière générale, les Français n'aiment pas ça, et surtout parce qu'ils la trouvent envahissante, hein, 8 Français sur 10, on trouve qu'il y a trop de pubs et que ça nous bouffe du temps, que ça nous fatigue, que c'est répétitif. Notamment, ce qui pose problème, c'est ce phénomène d'intrusion. C'est-à-dire que les Français ont l'impression souvent d'être épiés, traqués par les marques, et pas uniquement sur Internet, là, de manière générale. Donc, ils vont rejeter très massivement ces phénomènes de collecte de données personnelles, que ce soit par du marketing direct traditionnel, je dirais, ou de l'Internet, du digital. De même manière, il y a un rejet de la géolocalisation. Et on demande aux consommateurs, quand on leur demande s'ils aimeraient eux-mêmes gérer les données qui sont détenues par les marques, trois quarts répondent que oui. Alors, évidemment, c'est une simple déclaration d'intention. Peut-être que moins le feraient, mais quand même, ça signifie qu'il y a tout un tas d'informations qu'ils donnent aux marques quand ils s'inscrivent à des newsletters, quand ils achètent un produit, etc. Mais des informations qu'ils aimeraient bien quand même parfois retirer de la main des dangereux marketeurs. Voilà. Et donc, encore une fois, on était uniquement sur la publicité de manière générale. Si on regarde de plus près sur Internet, c'est pas mieux. Donc, on va voir maintenant le slide suivant. Avec la toute première pub qui est apparue sur Internet, je ne sais pas si beaucoup de personnes parmi vous étaient présents sur Internet en octobre 1994, mais voici en tout cas la toute première pub qui est apparue. Alors en plus, on ne peut pas le montrer lors de la présentation, mais c'était une pub qui clignotait. Donc vous voyez, pas obligatoirement de très bon goût, avec un design peut-être assez critiquable, mais c'était les années 90 et le début d'Internet grand public. Donc c'était une pub pour AT&T qui incitait les internautes à cliquer. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Avez-vous déjà cliqué ici? Et on a eu un taux de clic pour cette première pub sur Internet qui était de 20 ou 30%, je crois, donc vraiment énorme. Depuis, évidemment, la publicité sur Internet, les bannières de pub ont évolué. Elles sont parfois plus élégantes, plus discrètes ou plus informatives. Mais évidemment, de manière parallèle, les taux de clic, eux, ont nettement diminué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les internautes rejettent la pub sur Internet? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui les agace? Un premier point, c'est que sur Internet, on a besoin, on a envie d'une certaine épure, on a envie d'aller droit à l'essentiel. Donc, on veut éviter le superflu, on veut contourner ce qui nous gêne. Par ailleurs, sur Internet, l'offre est souvent très, très importante, quasiment illimitée. C'est-à-dire que si sur un site, vous trouvez de l'information pertinente, mais que ce site est bouffé par les pubs, vous irez voir ailleurs. Quand vous avez l'habitude d'aller sur un site qui vous met obligatoirement une publicité sur une page entière avant d'arriver à votre contenu, si vous pensez que ce site est vraiment inédit, qu'on ne trouve pas l'information ailleurs, vous allez peut-être continuer. Sinon, à un moment donné, vous allez cliquer ailleurs. Vous voulez trouver une information sur un film, vous allez aller sur Allociné, et puis au bout de 2-3 fois, quand vous allez tomber sur ces publicités assez importantes sur la page sur ce site, de très bonne qualité par ailleurs, et ben après tout, quand vous aurez besoin d'une information sur un film, vous irez sur Wikipédia, et là au moins il n'y aura pas de pub. Et dernier point, la pub gêne la navigation, ça encombre l'écran et ça prend du temps également pour télécharger les informations. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, ces trois éléments sont importants et donc posent problème aux consommateurs. Et du coup, cet internaute, il trouve au moins inconsciemment qu'aller sur Internet, c'est une atteinte à sa liberté. Et c'est ce que les psychologues appellent le sentiment de réactance. La réactance, en fait, c'est quand on a l'impression qu'il y a une atteinte à notre liberté. Liberté de choix, liberté d'expression, peu importe, hein, c'est un domaine qui est la psychologie. Si on l'adapte sur Internet, en gros, on a l'impression d'être moins libre quand on surfe sur un site Internet. On a l'impression qu'on est attaqué, agressé par des pubs, et du coup, on a envie il y a une réaction de rejet qui apparaît. Donc, rejet du site qui limite nos libertés, mais parfois également rejet de la marque qui fait la publicité. C'est-à-dire que
je vais aller sur un site internet, je vais voir une grosse publicité, par exemple une vidéo en pré-roll pour une marque X ou Y, et il peut avoir une réaction de rejet de la marque de ma part, parce que cette marque me prend du temps, me rend otage. Je dois attendre 10-30 secondes avant de pouvoir accéder à mon contenu. Et ben, au lieu d'être informé, d'en savoir plus pour la marque, je vais mettre des barrières et la rejeter. Alors ensuite, si on continue sur les consommateurs sur Internet, donc là je parle plus de consommateurs que d'internautes, on remarque qu'il y a une forme de résistance qui se passe au niveau de ces consommateurs sur Internet, qui sont publiphobes. Alors, je m'en réfère à une étude qui a été réalisée par des amis et collègues de Dauphine en 2014. Donc cette étude montre qu'il y a 4 groupes d'individus, 4 types de par rapport à la pub sur Internet. Alors c'est une étude qualitative qui a été faite sur plusieurs dizaines d'internautes, donc on ne va pas sortir de statistiques détaillées. L'idée c'est plutôt de montrer qu'il y a plusieurs profils d'individus. Donc le premier groupe d'individus, c'est des individus qui font preuve de résistance fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont sur Internet, ils sont écrasés, engoncés, agressés par la publicité, et donc pour sortir de cette agression, ils vont trouver des solutions techniques qui leur permettent d'éviter les pubs, et notamment, avant tout, les adblockers. Ça tombe bien, on en reparlera tout à l'heure. Deuxième type de résistance, c'est la résistance idéologique, des internautes qui sont indignés par la publicité sur les sites internet, qui trouvent que c'est fatigant, pénible, etc. Sauf que ils vont rien faire. Ils vont simplement dire ça m'embête, c'est tout. De plus en plus passeront d'individus qui sont dans le groupe de résistance idéologique, passeront dans la résistance fonctionnelle, et de plus en plus adopteront des adblockers. Troisième groupe d'individus, c'est lié à l'évitement cognitif. Cognitif, c'est-à-dire comportemental. Ces pubs sur Internet, sur les sites m'embêtent, et ben je vais aller voir sur d'autres sites. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur Allociné, j'ai uniquement besoin de connaître le nom des comédiens dans un film. Ben, au lieu d'aller sur Allociné, j'irai sur Wikipédia. Au moins, il n'y a pas de pub. Et enfin, dernier groupe d'individus, souvent des individus un peu moins éduqués, plus âgés, souvent, pas tout le temps, c'est la non-résistance. Ils sont fatalistes. La pub sur Internet, ça me fatigue en tant qu'internaute, mais je vais faire avec. Donc voilà les 4 groupes d'individus qui ont été repérés par mes collègues de Dauphine. Ces groupes d'individus, même s'ils n'ont pas été chiffrés, ont des profils assez différents et des tailles également différentes, puisque, on va le voir très bientôt, on peut passer d'un phénomène, d'un groupe à un autre. On peut très bien être fataliste et puis à un moment donné dire j'en ai marre, je passe dans le conatif, l'évitement conatif, je vais voir ailleurs, et puis après aller encore plus loin, être plus extrémiste d'une certaine manière, devenir résistant fonctionnel. Donc cette fois-ci, on adopte un système de blocage de pub. Alors, voici un verbatim qui est ressorti d'une étude dont on parlera tout à l'heure, je ne vais pas encore la citer. Ça, c'est du vocabulaire qui a été sorti par des internautes dans cette étude. On remarque que les réactions par rapport, donc du vocabulaire évidemment relatif à la publicité sur Internet, on voit que c'est pas trop dans le positif, on en a marre, c'est intempestif, il faut bloquer. Il y a intempestive au singulier et au pluriel. Alors, si on avait regroupé les deux mots, les deux formes du mot, ça aurait été plus gros. Trop, contre, pop, c'est pas la musique pop que j'adore, c'est les pop-up, ces publicités qui sortent de l'écran et qui nous attaquent. Bon, on voit qu'on est vraiment dans un vocabulaire, je parlais de résistance tout à l'heure, voilà, il y a une invasion, quoi. C'est les envahisseurs, ils vendent que David Vincent. Alors, justement, ces adblockers, que vous connaissez évidemment pour la plupart d'entre vous, parce qu'on a vu que certains d'entre vous les utilisent. Voici le plus connu, Adblock Plus. Alors, rapidement, pour l'histoire, il y avait une première forme qui s'appelait Adblock qui est apparue il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, il y a 9-10 ans, Adblock Plus est apparu. Le principe, c'est que Adblock Plus va repérer dans une page web les codes relatifs à des publicités. Il va les identifier et hop, il va les squeezer, les effacer. Donc, vous avez la page avant et après. Évidemment, la page après est plus lisible et évidemment, il va falloir moins de temps pour la charger également, puisque
la vidéo ne va pas être chargée, les images ne vont pas être chargées. Donc c'est un écran plus agréable à regarder et moins de temps perdu, notamment quand on est sur une connexion bas débit. Alors évidemment aujourd'hui avec le haut débit ça pose moins de problème, mais quand même, on verra tout à l'heure, ça bouffe de la bande passante quand même. Alors, voici une étude qui a réveillé un petit peu, fait une piqûre quoi d'appel l'été dernier, étude qui a été suivie par d'autres, dont on parlera également pour certaines, une étude faite par l'éditeur logiciel bien connu évidemment Adobe. Ils ont regardé le coût de l'adblocking, du blocage de pub, le nombre de personnes qui utilisent les bloqueurs de publicité. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? C'est au niveau mondial évidemment que cette étude a été faite. D'abord, l'été dernier, il y avait 200 millions d'internautes qui utilisaient AdBlock Plus, avec une croissance énorme, 40% en un an. Ça a augmenté depuis. On est à pas loin de 22 milliards de pertes pour le secteur l'année dernière. C'était une estimation, puisque évidemment, quand vous allez sur une page web sur laquelle il n'y a pas de pub, c'est un manque à gagner pour l'éditeur, pour le site, et autant d'investissements en communication qui ne se font pas pour l'annonceur derrière. Donc cette estimation qui a été de 22 milliards de pertes pour l'année dernière, elle serait autour de 40 milliards pour l'année en cours. Donc on ne sait pas où on va. Ce qu'on sait simplement, c'est que la tendance est exponentielle. Vous voyez cette courbe qui est assez incroyable. On a ici le nombre d'internautes équipés de bloqueurs de publicité. Et vous voyez, on était à 21 millions en 2010, 181 millions en 2015, donc c'est pas indiqué, mais 200 millions été 2016. Où va-t-on? Probablement beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc ce phénomène de ces logiciels, de ces extensions pour navigateurs, notamment de bloqueurs de pub, n'arrête pas de se propager. Alors, sur ce graphique, on a l'indice d'équipement en bloqueur de publicité en Europe. Alors, comme vous le voyez ici, la France est au milieu. Donc, en fait, la France a un indice 1. L'idée, c'est de comparer le pourcentage d'équipement, enfin le taux d'équipement en France par rapport à d'autres pays en Europe. Et on voit qu'en France, on est parmi les derniers. En tout cas, l'été dernier, on était parmi les derniers, puisque en dehors de la Slovaquie, tous les autres pays avaient un taux d'équipement plus important. Alors, AdBlock Plus, un logiciel vedette, est allemand. On voit qu'en Allemagne, ils ont un taux d'équipement qui est 2,5 fois supérieur, ou qui était en tout cas l'été dernier, 2,5 fois supérieur à un autre. Alors, la Grèce, encore plus haut. Ne me demandez pas pourquoi la Grèce est plus haut, mais parfois avec les statistiques, la Grèce est un petit peu fantaisiste. En tout cas, on voit bien que la France est en retard par rapport à d'autres pays sur le taux d'équipement en adblocker, retard qui a probablement été en partie comblé depuis l'année dernière, mais on n'a pas de données vraiment plus précises sur l'Europe. Autre étude plus récente qui a été faite par Ipsos il y a 2 semaines à peu près, l'étude vient vraiment de sortir, et cette étude dit que 30% des Français sont équipés, enfin des internautes en tout cas, sont équipés d'un adblocker, alors que l'étude, j'ai peut-être oublié de le dire précédemment, l'étude Adobe indiquait qu'il y avait 20% de Français. Donc vous voyez, on a d'abord une différence parce qu'il y a eu 8 mois à peu près entre les deux collectes de données, et puis également parce que sur Internet, quand on fait des statistiques, on n'est jamais ultra précis non plus, donc il y a peut-être une petite marge d'erreur. En tout cas, clairement, le nombre d'internautes équipés d'adblocker a augmenté. Une personne sur deux qui connaît le système d'adblocker en utilise un. Alors, quand on regarde les taux d'équipement par rapport à l'âge, on voit qu'il y a une corrélation négative très claire avec l'âge, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus on adbloque, et plus on est âgé, moins on adbloque, moins on utilise de bloqueurs de publicité. Donc la relation est quasi linéaire ici. Et donc les jeunes, 1 sur 2 utilisent un bloqueur de pub, donc c'est quand même un phénomène dont il faut faire attention, quoi. Ça va être appelé à se développer encore une fois. Plusieurs autres statistiques qui sont sorties de cette étude, toujours faite par l'Ipsos. Alors, premier point, il y a à peu près 8 Français sur 10 qui ont remarqué que malgré le bloqueur de pub, parfois il y a certaines publicités qui apparaissent. Exemple, j'étais sur un site dans la semaine et je vois une publicité pour une organisation caritative. Et dans tel cas, si vous cliquez dessus, il y a marqué, enfin, sur un petit coin de la publicité, il y a marqué pourquoi je vois cette publicité. Et là, AdBlock explique que
c'était une pub pour l'UNICEF et que pendant la semaine, une semaine, ils permettent à l'UNICEF de communiquer auprès des internautes parce qu'ils défendent une cause louable et qu'il faut aider. Ok. Alors évidemment, une fois de plus, c'est les plus jeunes qui remarquent également que leur bloqueur de pub présente des failles, entre guillemets, failles volontaires. Plus intéressant, je dirais, il y a quand même une bonne moitié des internautes qui vont parfois désactiver leur bloqueur de pub. Ça arrive. Alors, parfois, quand vous allez sur un site, on vous dit, si vous ne retirez pas votre bloqueur de pub uniquement pour notre site, vous n'accéderez pas au contenu. Donc là, c'est take it or leave it. Je ne peux pas faire autrement. Alors c'est une arme à double tranchant parce que oui, dans certains cas, effectivement, les internautes vont désactiver leur adblocker pour accéder au contenu, mais le risque, c'est qu'à la longue, ils aillent voir ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça peut être valable pendant un temps et puis ça peut devenir risqué à partir d'un moment. Parfois également, on va désactiver son bloqueur de pub pour soutenir un site. Par exemple, Thierry l'a dit, je suis musicien, il y a un site que j'aime bien qui s'adresse aux musiciens. Et j'ai envie d'être solidaire avec eux parce que ils font des critiques de produits qui sont intéressantes, ils ont une ligne éditoriale qui me plaît, donc quand je vais sur leur site, ils m'engagent à désactiver mon bloqueur de pub, mais si je veux pas le désactiver, j'aurai quand même accès au contenu. Mais pour eux, j'accepte et je me mange de la publicité. Donc regardons maintenant les solutions logicielles qui existent. Alors on a parlé d'adblocker, mais il y en a d'autres solutions. Alors notamment iOS 9 qui est sorti il y a quelques mois, tout nouveau système d'exploitation pour iPhone qui intègre d'office un système de blocage de pub, notamment il y a un système qui s'appelle Crystal. C'est une possibilité. Il y a également une annonce qui a été faite par Asus, qui est un fabricant d'ordinateurs portables, mais également de téléphones. Ils ont conclu un partenariat très récemment, je crois que c'était au mois de novembre, avec Adblock, d'office également, leurs téléphones seront équipés d'un système de blocage de publicité. Bon. On peut également citer Free, qui permettait d'avoir un système de blocage de publicité. D'ailleurs, il y a une petite embrouille avec Google il y a quelques temps. Également, il y a un nouveau venu, enfin un ancien venu qui revient plutôt, c'est Opera. Opera, c'était un navigateur web qui était assez populaire dans les années 90, mais qui a été dépassé par Firefox et Chrome dans les années 2005 et quelques. Et actuellement, Opera a une part de marché très faible de 2%. Pardon. Or, ils viennent de développer un nouveau système de bloqueur de pub qui est complètement indépendant d'Adblock. Et voilà le résultat d'une étude, donc en haut à droite de l'écran, qu'ils ont réalisé. Ils sont partis sur 64 sites internet grand public, très connus, et ils ont regardé le temps de téléchargement avec différents navigateurs. Quand vous travaillez avec Internet Explorer, en moyenne, il faut 10 secondes pour charger une page. Quand vous utilisez Chrome ou Firefox, vous tombez à moins de 8, voire à presque 6 secondes. Avec évidemment donc ce bloqueur de pub, comme j'avais expliqué tout à l'heure, qui permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à télécharger tout un tas de photos, de vidéos inutiles pour ce pourquoi vous êtes venu. Or, le système de Opera, tout nu, je dirais, sans être équipé d'Adblock Plus, mais avec son système interne, lui permettrait de surfer, plutôt d'accéder au contenu en 5,3 secondes. On voit que donc Opera permet d'aller 2 fois plus vite. Ce que je dis évidemment, c'est vrai sur un navigateur Internet, sur un ordinateur par exemple. Sur un téléphone, notamment quand on est en 3G avec une mauvaise connexion, les temps de chargement peuvent être bien pires encore et ça peut être très désagréable. En plus du fait que le surf est beaucoup moins facile sur un téléphone, parce que évidemment, l'écran est plus petit. Ok, alors maintenant on va regarder à nouveau ce que fait la recherche. Alors cette fois-ci, c'est une étude quantitative qu'on va regarder. Étude qui a été réalisée par 2 chercheurs basés en Australie. Ce qui les a intéressés, c'était de comprendre le phénomène d'évitement de publicité. Ils sont partis d'un constat sur la publicité ciblée, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que oui, effectivement, la publicité ciblée, ça permet d'avoir des meilleurs taux de clics, puisque on s'adresse aux gens qui appartiennent à notre site, par définition. Mais en parallèle, ça augmente le sentiment d'être épié, puisqu'on va sur un site, on trouve une publicité qui colle tellement à nos besoins qu'on se dit, ils savent exactement ce dont j'ai besoin, donc ils me traquent, ils m'épient, et j'aime pas ça. Ce phénomène d'évitement des publicités peut passer par
le fait d'utiliser des bloqueurs de pub, ça peut passer également par le fait de l'évitement cognitif, comme on dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller sur des sites internet qui ne comportent pas de pub. Alors, quelles sont les causes de ce système, de ce process d'évitement des publicités? Il y en a 3 qui ont été mises à jour par ces chercheurs. Le premier, c'est que quand on trouve que la pub, c'est un obstacle à la navigation, quand on trouve que ça nous gêne la navigation, ça l'encombre, ça a un impact sur la volonté d'éviter la pub. Deuxième élément, c'est quand on trouve qu'on est submergé par les pubs. Plus on a l'impression qu'on est submergé de pubs, que les pubs, ça nous encombre la vie, plus on va avoir tendance à éviter les pubs. Et dernier élément, c'est quand on a une perception négative des pubs, quand on n'aime pas ça. Ça va nous faire également éviter les publicités. Donc, ces 3 facteurs ont un impact à peu près égal sur l'évitement de la publicité, mais les 2 premiers ont un impact équivalent, 0,32, 0,31. Le troisième, un tout petit peu plus faible. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on veut éviter de la pub, et pour cela, il y a des facteurs, en gros, qui sont... les chercheurs n'ont rien inventé, simplement ils ont quantifié un phénomène. Donc, 3 facteurs. Je trouve que la pub, c'est un obstacle à la navigation, que ça m'encombre, et en plus, j'aime pas ça. Alors, ensuite, ils ont conclu, en disant également, en revenant sur des choses qui ne sont pas notamment révolutionnaires, mais il y a une validation, je dirais, scientifique supplémentaire, c'est que les internautes, ils continueront de cliquer de moins en moins. On a vu tout à l'heure la toute première pub en 94 qui avait des taux de clic de 20 ou 30%. On est tombé à 1%, je crois, si je me souviens bien, au début de l'année 2000. On doit être à 0,01%, sachant qu'une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, quand on clique sur une pub, c'est parce qu'on a été maladroit. Enfin, moi, sur mon téléphone portable, je me fais quand même tout le temps avoir. Je ne sais pas pour vous. Les bloqueurs de pub, ils vont encore se développer. On l'a encore vu avec Opera, avec Asus, etc. Et par ailleurs, les pages web vont devoir comporter de moins en moins de pubs pour être plus lisibles et agréables, puisqu'on a vu que les consommateurs évitent les pages web trop pleines de pubs du fait de cette offre importante. Bien, j'en ai fini pour ma part. Je vais pouvoir boire un petit verre d'eau et je vais laisser la parole à Thierry qui va nous aider à voir comment faire pour sortir de ce guêpier. Oui, merci beaucoup, Michael. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai que finalement, il y a une demande sous-jacente qui correspond oui, aux réactions, aux attitudes et même à certains comportements des internautes. Donc, il y avait une demande et aujourd'hui, il y a une offre puisque, par exemple, tu citais tout à l'heure l'intégration standard des adblockers, d'un adblocker dans iOS. C'est l'offre d'adblocker vient remplir la demande et donc ce qui explique probablement l'explosion véritablement du phénomène en ce moment, plus 40% par an. On est proche de l'histoire des graineries sur l'échiquier, c'est-à-dire une courbe exponentielle, ce que montrait d'ailleurs la courbe d'Adobe, de l'étude Adobe tout à l'heure. Alors, face à ça, évidemment, 2 choses. Il y a eu, on peut se dire, dis non, les médias, les marketeurs ont mis longtemps à se réveiller. C'est vrai que les médias qui sont les premiers menacés n'avaient pas forcément particulièrement envie de mettre le doigt sur le phénomène. Et puis, deuxièmement, peut-être une certaine politique de l'autruche, c'est-à-dire que bon, il y a tellement de nouveautés, tellement d'innovation dans le domaine qu'on a tendance à se dire oui bon ça va s'arranger. En réalité, on a compris, ça s'arrange pas du tout. Et évidemment, les médias sont les premiers menacés. Ils ont eu du mal à trouver un modèle alternatif, un modèle économique alternatif à leur modèle traditionnel. On faisait des contenus, on les diffusait et on gagnait de l'argent avec de la pub. Leurs revenus publicitaires sont en danger et donc y compris sur Internet et donc et surtout sur Internet aujourd'hui. Donc il y a il y a un vrai problème qui est que si le robinet à finances se tarit, eh bien il n'y aura plus de médias. Alors comment réagissent les médias? Et si je m'appesantis sur les médias, c'est parce que on peut considérer que vous-même, annonceur, vous êtes d'une manière ou d'une autre des médias, vous êtes des émetteurs de contenu, vous avez souvent vos propres blogs, vos propres sites. Donc c'est très intéressant de voir comment les médias tirent les conséquences du phénomène et le premier moyen, celui qu'on voit toujours, c'est la mendicité, c'est l'appel à la responsabilité des lecteurs.
Si vous mettez votre adblocker, nous ne pourrons plus vivre. Euh, c'est évidemment la première conséquence de la mort annoncée de la publicité display. Cet appel à la responsabilité des lecteurs, on l'a vu, ça rappelle des phénomènes déjà anciens. Et moi, je pense beaucoup à la radio Énergie dans les années 80, qui avait fait appel à la responsabilité de ses et même à l'engagement presque citoyen, si j'ose dire, de ses auditeurs qui avaient été jusqu'à manifester dans les rues à la suite d'une rumeur qui était la radio va être interdite, c'est-à-dire bon. Premier élément, appel à la responsabilité. Cependant, les chiffres que tu annonçais, Michael, tout à l'heure, 13%, ça montre bien que la responsabilité des lecteurs, elle est quand même relativement limitée à quelques situations particulières, et notamment, on le verra, au cas où ces sites diffusent des contenus où ces médias diffusent des contenus tellement uniques qu'en effet, on se dirait, mais ce serait un énorme manque s'il venait à disparaître. Alors le deuxième type de réaction, c'est celui de la recherche de sources de revenus alternatifs, c'est-à-dire des médias qui se disent ma richesse, et je crois qu'ils ont raison, ma richesse, c'est d'abord mes lecteurs et tout particulièrement les lecteurs les plus engagés, ce que typiquement dans la presse on appelait les abonnés. Marianne, l'hebdomadaire, est très typique de ça, c'est-à-dire c'est un hebdomadaire qui vit, je crois, pratiquement sans publicité, mais qui a développé dès le départ un modèle où des sources de revenus alternatifs viennent compléter l'argent gagné par la vente au numéro et la vente par abonnement. Mais il y a d'autres gens qui font ça. Je pense aujourd'hui au groupe de presse de jeux destinés aux gamers qui vont proposer des sources de revenus alternatives, des collections, des coffrets, des livres évidemment, ça c'est la tradition, mais aussi bien, comme c'est pour le cas de Marianne, des objets, des voyages, des caisses de pinard, etc. Et ils vont être capables par la connaissance de leurs abonnés, justement, de se dire, eh bien, pour Thierry, ce sera plutôt peut-être la caisse de vin, pour Michael, ce serait plutôt quelque chose qui aurait rapport avec la musique, etc. Donc, deuxième deuxième manière d'essayer de contrer autant qu'on peut ce phénomène, c'est de chercher des sources de revenus alternatifs. Troisième système, c'est celui qui consiste à proposer un site à deux vitesses. Le site à deux vitesses, évidemment, il est surtout pratiqué par des sites puissants, par des sites riches entre guillemets. Voilà par exemple ce que ça donne sur Le Monde. Voilà Le Monde aujourd'hui, ça c'est la page la page de la catégorie économie. On la voit ici en accès général, et donc on voit la pub pour BPI France qui d'ailleurs clignote dans tous les sens. On voit Tod's en haut, alors que la même page, quand on est abonné, ce qui est mon cas, eh bien vous voyez évidemment que les publicités ont disparu. Il y a aussi le fait que même parmi les contenus, vous allez avoir proposé des contenus qui sont ouverts à tous et d'autres contenus sur lesquels, sitôt que vous aurez lu, on va dire le chapeau, les premières lignes, on va vous dire ce contenu est réservé aux abonnés pour évidemment vous essayer de vous inciter à vous abonner. C'est le Financial Times qui le premier avait lancé ce système. Qui peut fonctionner dans certains cas, mais qui n'est pas du tout, d'ailleurs ne serait-ce que pour des raisons techniques et financières, qui n'est pas vraiment ouvert à tout le monde. La solution, évidemment, un peu rêvée, c'est celle qui consiste à proposer des contenus uniques. Et là aussi, on voit que, ok, on est dans le monde online, des médias online, mais les exemples viennent souvent des médias traditionnels. Le Canard enchaîné, ce sont des contenus uniques. Ils sont au moins uniques depuis le mercredi matin jusqu'au jeudi, c'est-à-dire jusqu'à ce que ces histoires soient reprises par d'autres titres. Le Canard enchaîné, oui, le Financial Times et notamment tout ce qui va concerner des informations, on va dire, privilégiées ou des informations extrêmement techniques, je pense à la revue du praticien.fr, ou même parfois
sur des domaines très techniques où ce ne sont pas des médias traditionnels qui agissent, mais où ce sont des annonceurs. Je vous ai mis en bas à gauche un petit site sans grande prétention, mais qui parle d'un sujet exclusivement, qui est celui de l'analyse prédictive, sur lequel il y a de la publicité. La publicité concerne exclusivement IBM, qui était, le site existe toujours, mais je crois qu'IBM n'en est plus le sponsor, mais qui était un site complètement financé par IBM. Donc le fait de proposer des contenus qu'on ne trouverait pas ailleurs, parce qu'ils seraient soit très privilégiés, confidentiels, etc., soit parce qu'ils traiteraient de sujets tout simplement qui ne sont pas encore traités ailleurs. Et dans la technologie, ça peut être le cas, c'est-à-dire que quand vous avez une invention, un nouveau fait technologique, en général, il faut un certain temps confère ce dont nous parlons aujourd'hui, il faut un certain temps pour que ces sujets atteignent les sites plus généralistes. Donc, quatrième méthode, c'est celle qui consiste à proposer des contenus uniques. Autant dire que là aussi, c'est pas donné à tout le monde. Pour tous les sites d'information, ce que Michael le rappelait tout à l'heure, ce que vous ne trouvez pas sur Kim Kardashian aujourd'hui, sur Gala, vous le trouverez sur Yahoo, vous le trouverez dans beaucoup d'autres endroits. Alors, la cinquième tactique de contournement, c'est celle qui consiste, c'est à être whitelisté. Donc, on connaît le principe de la blacklist. Il y a le principe de la whitelist. Le principe de la whitelist, c'est ce que proposent les offreurs d'adblockers qui proposent au site potentiellement sur la foi d'une analyse du contenu des sites et des publicités qui sont acceptées sur ce site, qui vont whitelister, donc qui vont accepter que les publicités de tel ou tel site ne soient pas filtrées. Il y a donc évidemment la réponse qui paraîtrait technologique, qui est celle des anti-adblockers, des logiciels anti-adblockers. Il y en a quelques-uns maintenant. Secret Media, qui est d'origine française, en tout cas son patron est français, SourcePoint, PageFair, ils ont levé des sommes à leur développement qui sont quand même relativement encore limitées. Secret Media a levé 1 million d'euros il y a quelques mois. SourcePoint, je crois qu'ils en ont levé 20. C'est encore évidemment assez peu. Alors, on est là, on se retrouve évidemment d'abord dans une logique de chat et de souris, de gendarmes et de voleurs. C'est-à-dire que on sait bien, si tu parlais de musique, Michael, tout à l'heure, ok, contre le phénomène du piratage, c'est-à-dire du téléchargement gratuit de musique sur Internet, on a essayé, en France, ça s'appelle l'Adopi, on a essayé de réagir en interdisant, en bloquant, etc. Aujourd'hui, un site bien connu des téléchargeurs illégaux, The Pirate Bay, n'est pas accessible en France, sauf qu'il est totalement accessible en France dès que vous savez ce que c'est qu'un VPN. Et là aussi, le VPN, qui était un truc de geek il y a encore quelques années, devient aujourd'hui une technologie facilement utilisable, très accessible, et donc permet de contourner typiquement les blocages. Donc la première question, c'est est-ce que ça va fonctionner dans un univers technologique qui est particulièrement mouvant, où tout change tous les jours? Est-ce que vous allez avoir une bonne expérience utilisateur de la navigation avec des logiciels anti-adblocker? Est-ce que ça va durer? La réponse, c'est forcément peut-être, on n'en sait rien, on verra bien. Voilà, le principe étant toujours comme à peu près le même que pour la maison Fichet et ses serrures face aux cambrioleurs. On sait très bien que c'est une course qui peut durer un moment. Et puis au-delà, par rapport à ce type de réaction qui consiste à se dire c'est pas bien, il faut empêcher, il faut interdire.
Moi, la question que je me pose, c'est que c'est très simplement, surtout par rapport à toutes ces données que Michael a partagées avec nous sur la réalité du rapport des Français à la publicité, c'est tout simplement fait-on boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais le système qui consiste à dire vous n'en voulez pas, eh ben je vous en remets quand même, est-ce que c'est pas finalement fondamentalement contradictoire avec ce que l'on sait du marketing depuis déjà 20 ans, c'est-à-dire avec le principe même du permission marketing, le principe même que le tout push est mort. Et de fait, la publicité display sur Internet, beaucoup de professionnels pensent aujourd'hui qu'elle est destinée à peut-être pas à disparaître, mais en tout cas, elle a atteint depuis longtemps son nirvana et maintenant elle ne peut que décliner. Et pire encore, les solutions de type retargeting, par exemple, les solutions qui consistent donc à reproposer à quelqu'un qui a eu une action quelque part, je sais pas, qui a cherché à partir en voyage au Vietnam et de lui reproposer dans les pubs display des offres de voyage au Vietnam pendant les 3 semaines qui vont suivre, eh ben, on se rendait compte, avec ce que nous disait Michael tout à l'heure, que ça pouvait aller facilement jusqu'à être contre-productif. Autrement dit, finalement à amplifier encore le phénomène, à amplifier cette méfiance qui est croissante, méfiance alimentée par la méconnaissance. Hein. Le big data, ça fait peur pour un internaute normalement constitué qui peut très bien penser d'ailleurs que les publicitaires, finalement, en savent encore bien plus sur eux que ce qu'ils savent réellement. Donc, la vraie question, c'est, je ne pense pas personnellement en réagissant de cette manière-là, c'est-à-dire en se disant, il y a des adblockers, je vais mettre des anti-adblockers, puis après, il y aura quoi? Des anti-anti-adblockers. La réaction, c'est autre chose. Je pense qu'il faut aujourd'hui remettre en question cette logique du tout push, cette logique oui, c'est ça, de la non-permission et carrément changer de paradigme. Et changer de paradigme, ça veut dire aussi revenir aux réalités, je veux dire, aux réalités d'un marketing bien compris. C'est-à-dire que votre marque n'est pas le centre du monde. C'est dommage, hein. On a évidemment l'habitude de penser à soi tout le temps et des générations de publicitaires qui ont parlé de branding à toutes les sauces ont essayé de noyer le poisson, mais votre marque n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est votre prospect. C'est ce qu'ont bien compris depuis le début les médias. Et c'est le sens de l'approche que je défends, qui est l'approche du content marketing, qui est une approche finalement où on considère que la marque produit des contenus, que ces contenus sont autant de produits, qu'une marque, c'est un média, qu'il émet des contenus, qu'il développe une communauté et que c'est sur la base de cette communauté qu'elle peut faire du commerce, c'est-à-dire qu'elle peut monétiser finalement son approche. Je ne vais pas m'apesantir, d'abord parce que je fais très régulièrement des webinaires et des présentations sur le sujet du content marketing, mais euh, exactement comme un média sincère et un média qui est capable d'entraîner pour longtemps une communauté derrière lui, il s'agit d'abord de produire des contenus utiles. Et l'image du nombril était là pour le rappeler, le contenu utile, ce n'est pas le contenu qui dit du bien de vous, le contenu utile, c'est comme son nom l'indique, le contenu qui va aider d'une manière ou d'une autre votre cible, ou plutôt, j'ai envie de dire, votre public. Euh, Ces contenus et cette utilité, il y a 1000 manières d'être utile. Ce petit dessin le montre évidemment, conseiller, informer, simplifier, mais ça peut être aussi divertir, ça peut être aussi inspirer, ça peut être compatir, etc. Il y a de nombreuses manières d'être utile, mais euh, ces contenus, s'ils sont utiles, ils créent quelque chose et ils créent une relation qui va vous être profitable. Sauf que si ces contenus, ça reste entre nous, entre vous, ça va servir à rien. C'est-à-dire qu'il faut bien les diffuser.
Et je m'attarde un instant sur ce schéma, et notamment parce que Michael m'a avoué qu'il l'avait qu'il avait posé ce schéma. Dans l'examen, en fait, pour mes étudiants, dans le module de communication dont je suis responsable, je leur ai demandé de visionner un de tes fameux webinaires. Et donc, j'ai posé une question sur ce slide. Je vais bientôt faire les corrections. On va se marrer. D'accord, j'espère qu'ils auront bien compris. En tout cas, diffuser ces contenus, il y a trois grandes manières. Il y a la manière gratuite, la manière propriétaire et la manière payante. La manière gratuite, elle est très importante, bien sûr, puisque il faut aller chercher des gens qu'on ne connaît pas. Et comment on les trouve, comment les contenus nous aident à les trouver? Tout simplement, d'abord par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que, bien sûr, s'ils cherchent votre marque, ils trouveront votre site, enfin, du moins s'il est convenablement fait. Maintenant, quand ils se posent des questions, et donc quand ils ont besoin d'un service, quand ils ont besoin d'avoir une réponse utile, évidemment, le moteur de recherche, c'est le premier endroit qu'on va utiliser. Donc, plus vous multipliez vos contenus, plus ils sont adaptés aux questions que se posent vos cibles, que se pose votre public, eh bien, évidemment, plus vous aurez de contenu, et plus ils seront adaptés, et plus vous allez être visible dans les moteurs de recherche. Donc, plus vous allez attirer de nouveaux participants, de nouveaux lecteurs dans votre communauté. Gratuit, c'est dans le monde traditionnel, c'est les relations publiques. Dans le monde Internet, c'est le fait d'exister sur d'autres sites. C'est le fait d'aller écrire, d'aller proposer des articles à d'autres sites ou d'inviter des auteurs qui viennent d'autres domaines. Les réseaux sociaux sont évidemment une source de diffusion extrêmement importante qui était gratuite et dont, évidemment, les grands acteurs des réseaux sociaux ont parfaitement compris que c'était leur source de finance. Enfin, voilà, c'est avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai vu une statistique américaine tout à l'heure, enfin hier, qui montrait que mis ensemble, les réseaux sociaux représentaient pas loin de la moitié des investissements en réalité aujourd'hui publicitaires de visibilité des contenus, des médias. Alors, donc du gratuit, on est passé au payant. Euh, Dans le payant, le SEM, dont évidemment les AdWords, sont également une manière de diffuser ces contenus vers une cible que vous ne connaissez pas. Donc les réseaux sociaux dans leur dimension payante. Et puis le native advertising. Alors le native advertising est arrivé très récemment en France. Je vais juste en montrer un exemple qui lui est très ancien. Ça se passe en 1950. Et dans la presse masculine et dans la presse maison, oui, à la fois les bons petits plats et la maison en général, David Ogilvy, le prince, l'empereur de la publicité des années Ad Men, avait publié une page qui n'est pas un publi-reportage à la gloire de Guinness, qui est le guide Guinness des huîtres, dans lequel on présente les différentes variétés d'huîtres américaines, d'où elles viennent, quelles sont leurs caractéristiques, avec quoi c'est meilleur de les manger et évidemment avec quoi c'est meilleur de le boire sans qu'il soit indispensable de s'apesantir. C'est la Guinness. Bon, personnellement, je ne sais pas trop ce que ça donne. J'ai pas essayé de manger des fines de clair en buvant de la Guinness, mais voilà, vous vous rendez compte, il y a 66 ans, voilà quelqu'un qui avait compris que un service rendu, en l'espèce, l'utilité, c'est la connaissance, c'est le partage de la connaissance, pouvait être bénéfique à la marque et générer quelque chose de neuf. Dernier point, mais qui est très important en B2B, tout particulièrement pour diffuser ces contenus, c'est votre diffusion propriétaire. C'est tout simplement, on y revient toujours là, à votre fichier de prospection aujourd'hui et votre fichier d'abonnés, c'est-à-dire les gens qui ont fait un petit effort, ne serait-ce qu'en répondant oui à la question voulez-vous recevoir votre newsletter, et dont la valeur est très supérieure à celle de gens qui reçoivent, qu'ils le veuillent ou non,
qui reçoivent votre newsletter. Bon, pour diffuser ces contenus, donc il y a beaucoup d'options. Elles sont très anciennes et évidemment, il y en a beaucoup de nouvelles. Je ne vais pas m'apesantir, mais il y a aujourd'hui de nombreuses manières de proposer des publicités dites native, c'est-à-dire qui s'intègrent et sur la forme et sur le fond, qui vont s'intégrer au contenu rédactionnel, éditorial du site sur lesquels vous les passez. Bon, donc des contenus intelligemment et puissamment diffusés. Leur objectif, contenu communauté, donc c'est développer des communautés d'abonnés. Je vous en ai dit quelques mots, le temps passe, donc voilà, votre communauté d'abonnés, la communauté des gens qui c'est pas que vous vous intéressez particulièrement à Lobby, la société que je représente. Vous vous intéressez à un sujet. Nous essayons de vous être utiles et sujet après sujet, nous avons constitué une communauté de gens qui ont des points communs avec nous, qui pensent des choses, qui réfléchissent avec nous, qui avancent avec nous et auxquels, voilà, le principe évidemment des médias, c'est je développe des contenus, je développe une communauté et je suis ensuite susceptible de monétiser individuellement et d'une manière évidemment très fine. Si je n'ai pas mis ici la caisse enregistreuse traditionnelle, c'est parce que aujourd'hui, évidemment, la consommation des contenus est tout à fait significative de l'intérêt que porte chacun individuellement à un thème et donc du type de service qu'on pourrait lui rendre. Bon, nous sommes arrivés bien à l'heure, donc on va pouvoir passer à vos questions, sachant qu'évidemment, je profite pour vous dire ce que nous pouvons faire pour vous, nous, Lobby, comme nous le faisons pour ces marques qui s'inscrivent en gris, c'est vous aider à réussir dans ce challenge, à dépasser les conséquences très fâcheuses du blocage de pub et donc de la publiphobie qui se cache derrière, qui a trouvé son outil pour réagir. Et nous pensons que le marketing de contenu, le fait de transformer des marques en médias, est un élément fondamental pour se sortir, comme disait Michael, de ce mauvais pas. Michael, tu es toujours là? Non, non. J'ai bu tes paroles telle une Guinness. Bon, Il ne me d'accord. manquait que l'huître. Oui, j'espère. Bon, l'huître à 10 heures du matin, c'est un choix. Michael, merci beaucoup. C'est vraiment très sympa de Avec nous grand avoir plaisir. consacré tout ce temps. Euh, je vous dis à tous à bientôt. Retrouvez-nous aussi sur lobby.fr, qui n'est pas un site à la gloire de Lobby, qui est un blog dans lequel vous trouverez beaucoup d'insights, beaucoup de réflexions et de sujets de réflexion aussi sur le marketing d'aujourd'hui en général, sur le content marketing bien sûr en particulier. Je vous remercie une dernière fois et vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.